Bonjour à tous, merci de rester avec nous sur Opale TV. Bienvenue si vous nous rejoignez pour ce nouveau magazine de la rédaction. Alors la région de Nord-Pas-de-Calais, comme toutes les régions de France, est une terre de tradition et c'est de cela qu'il sera question aujourd'hui et en particulier de la colombophilie puisqu'en cette année olympique, il y a un événement, un rendez-vous à Londres le 30 juin 2012. 2012 pigeons seront lancés pour participer à un grand jeu. C'est une première. D'habitude, les pigeons partent du sud pour remonter dans le nord. Et bien là, ils partiront du nord pour revenir ici. Voilà, je vous propose tout de suite d'aller à la rencontre du président de la Fédération des colombophiles de l'arrondissement de Saint-Omer. Et notre premier invité cette semaine est Michel Dubois. Bonjour Michel. Bonjour. Alors Michel, vous êtes président de l'arrondissement de Saint-Omer en matière de colombophilie. Voilà. Alors la colombophilie, je vais y arriver, qu'est-ce que c'est? C'est le jeu de pigeons tout simplement, l'élevage et les courses de pigeons, les compétitions de pigeons. Donc ça existe depuis, je vais dire, c'est vieux comme Hérode, on peut le dire, puisque ce sont les Grecs qui, les premiers, se sont servis de pigeons voyageurs pour colporter les résultats des premiers jeux. Donc oui, c'est pas d'hier. Et puis après, c'était la distraction fétiche des mineurs. Ça a commencé dans le bassin minier. Dans le bassin minier, oui. Dans le bassin minier. C'était une façon pour les mineurs un petit peu de s'évader après le... Je crois que c'était une façon de regarder le soleil, de regarder le ciel, de voir le ciel bleu après des nuits des jours de nuit, je vais dire, puisqu'ils étaient au fond du trou et il faisait noir. Alors nous, ici à Saint-Omer, on a un arrondissement 14 sociétés font partie de cet arrondissement, 430 amateurs à peu près, qui jouent régulièrement aux pigeons. Et dans le Nord-Pas-de-Calais, on est encore 7000, avec 13 arrondissements et 7000 coulonneux. On les appelle des coulonneux. Des coulonneux, oui. Coulonneux, ouais. Alors on a tendance à penser que c'est un sport qui ne se pratique que dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est une erreur. C'est-à-dire que c'est une région qui est très fortement impliquée dans ce jeu, oui. Mais ce n'est pas la seule. C'est pas la seule. Toutes les régions de France, il y a donc les 20 régions, c'est encore calqué sur les régions militaires, donc il y a 20 régions colombophiles en France. Nous, on est donc dans la première région ici, mais la première région représente 50% des colombophiles. 50% des colombophiles sont du Nord-Pas-de-Calais. Bon, ça a tendance quand même à s'éroder un tout petit poil. Et bon, il y a tellement d'autres façons de distraire pour nos jeunes. Ça veut dire que c'est beaucoup d'anciens, peu de jeunes? Ouais, ça a plutôt tendance à s'inverser un tout petit peu. J'ai l'impression que depuis une dizaine d'années, on retrouve beaucoup de jeunes qui viennent. Je pense que les parents aident un peu puisque c'est un sport sain, c'est près de la nature. Vous dites un sport, c'est un sport. C'est un sport, pour moi c'est un sport. Et c'est un sport. C'est le pigeon qui fait du sport. C'est le pigeon, c'est aussi l'amateur puisqu'il faut courir, il faut aller les chercher, il faut les préparer, c'est toute une histoire. La colombophilie, c'est pas seulement les 2 mois ou 3 mois de compétition, c'est à longueur d'année, à peine fini la compétition, on va travailler sur la mue, le renouvellement des plumes, donc un pigeon a plus de 500 plumes, donc ils vont disparaître, il faut les nourrir en conséquence pour qu'elles redeviennent magnifiques, lustrées, le plus près possible du parfait. Alors m'en dites pas trop Michel, parce qu'on va voir tout ça aussi avec notre invité suivant, Benoît, qui va nous parler justement des pigeons qu'on voit là derrière vous. Merci beaucoup Michel. Je vous en prie. Je vous propose qu'on aille maintenant faire un tour du côté de Coudekerque-Branche parce que ce magazine est consacré justement aux traditions régionales et il est un sport qui ne se pratique pour le coup que dans la région, c'est le tir à l'arc vertical, encore appelé tir à la perche. Warren Desorties est allé poser sa caméra à Coudekerque-Branche lors du championnat de France féminin. La position semble inconfortable, pourtant 247 participantes enchaînaient les tirs lors du dernier championnat de France féminin organisé à Coudekerque-Branche, toutes passionnées par ce sport traditionnel. C'est flamand, c'est-à-dire que ça remonte vraiment loin à l'Antiquité, après au Moyen-Âge. C'était les guildes d'archers qui défendaient leur cité, qui tiraient sur des mâts, pour s'entraîner. Et donc c'est resté dans Flandre et particulièrement en Flandre. Débusquer l'oiseau ne semble pas si aisé, il faut dire que la cible est perchée à 30 mètres du sol. Tous les 10 coups réussis, la rampe bascule pour permettre aux organisateurs de remplir la perche, d'accrocher les petits oiseaux. On a les petits, donc c'est des bouts de bois sur des plumes. Donc on a le top, les supérieurs, intermédiaires, caille et les petits. Donc le but c'est de faire un maximum de points, en sachant que celui tout en haut vaut 6 points, 5 points, 4 points.
3 points et 1 point. Et à la fin de la journée, on fait le cumul sur les 3 perches. Donc ici, on a une perche pleine avec les petits et les honneurs. On a une deuxième perche où il n'y a que les petits. On a une troisième perche où il n'y a que les honneurs. Le club de Coudekerque-Branche compte 90 sociétaires. Selon eux, le tir à l'arc vertical est moins difficile qu'il n'y paraît. Il rassemble plusieurs générations. Il faut seulement avoir un petit peu d'adresse, mais ça s'acquiert avec l'habitude. On fait des entraînements, donc on prend l'habitude. Mais en fait, c'est assez facile. C'est un sport traditionnel en fait. Hein. Donc c'est les parents, les grands-parents, les petits-enfants. C'est un sport familial. Certaines ont plus de 30 ans d'expérience. J'étais reine en 75, donc je tirais déjà avant. J'ai été médaillée déjà et tout en 96. D'autres viennent à peine de commencer. Je crois que c'est papa qui m'a dit d'essayer d'en faire. Quand on en a un, on est content et on peut faire quelque chose d'important. Ce sport régional et traditionnel n'est pas près de disparaître. 83 sociétés sont implantées dans la région et les compétitions ont lieu tous les week-ends. Notre deuxième invité cette semaine, Benoît Caillé. Bonjour Benoît. Bonjour. Benoît, on parlait tout à l'heure de l'arrondissement de Saint-Omer et de la colombophilie, mais ici, on est où? Alors ici on est à Louche, chez moi, devant mes pigeonniers. Louche, alors Louche c'est une petite ville. Louche c'est un petit village de 1000 habitants entre Ardres et Tournant, donc qui fait partie de l'arrondissement de Saint-Omer. Alors Benoît, c'est ici qu'en fait tout se joue, c'est ça? Avec tous les pigeons là? Ouais, donc les pigeons sont répartis par compartiment dans le pigeonnier. Donc ici il n'y a que des mâles, parce que moi je joue principalement les mâles. Ça s'appelle la technique du veuvage. Donc les mâles sont séparés de leurs femelles pendant toute la semaine et ils retrouvent leurs femelles au retour du concours. C'est une motivation un peu sexuelle. C'est ça le secret? C'est un peu ça, c'est une des méthodes de jeu. Il y a la méthode au veuvage, donc la femelle est retirée toute la semaine. Après il y a une méthode qu'on appelle au naturel. Donc là on joue sur l'amour du nid, où mâles et femelles élèvent des jeunes. Et c'est les jeunes qui les font revenir au pigeonnier le plus rapidement possible. Alors, on n'a pas bien expliqué finalement comment ça se passe un concours de colombophilie. Alors, le pigeon ne va que dans un sens, d'un lieu de lâcher vers le pigeonnier. Et donc, tous les amateurs vont à ce qu'on appelle faire une mise en loge dans l'association. Donc, chacun va porter ses pigeons. C'est l'enlogement? C'est l'enlogement. Chacun va porter ses pigeons pour la course. Il y a des camions qui les ramassent. Ils s'en vont sur le lieu de lâcher. Et tous les pigeons sont lâchés en même temps, en général le matin de bonne heure par beau temps. Et puis au retour, le pigeon est ce qu'on appelle constaté, donc on officialise son heure de retour, et après il y a un classement qui est fait à la vitesse moyenne de chacun. En fait, et c'est le pigeon le plus rapide qui gagne. Les distances parcourues par ces pigeons, quand on met les pigeons dans les paniers, qu'on les amène au camion, le camion, lui, il peut aller très loin? Oui, il y a différentes, c'est comme l'athlétisme, il y a différentes étapes, distances. Il y a la vitesse, jusqu'à 200 km, il y a le demi-fond jusqu'à 400, il y a le fond jusqu'à 600, et après il y a le grand fond. Nous, on joue jusqu'à Barcelone. Moi, j'ai 1050 km ici à Barcelone. Donc le pigeon est lâché le vendredi matin, en général à Barcelone, et il est là le samedi matin. Et il met 24 heures? Il met 24 heures, un petit 24 heures pour revenir. Est-ce qu'on sait expliquer comment le pigeon se débrouille pour retrouver son chemin? C'est vrai, c'est un grand mystère, il y a plusieurs théories. La principale théorie, c'est le magnétisme de la Terre. Le pigeon serait équipé d'un GPS interne, il aurait des cristaux dans le bec qui lui permettraient de retrouver son point d'origine. C'est une théorie? C'est une théorie qui a été plus ou moins vérifiée pour dire que le pigeon a un GPS interne. Alors, tu vas nous montrer ces pigeons de près, mais avant cela, moi je vous propose qu'on aille faire un tour du côté de Wormhout. On parle tradition, et à Wormhout, il y a une tradition qui subsiste, c'est la boule flamande. Angèle Devecchi est allée à la rencontre d'un ancien champion. Denis Picotin, 80 ans, est un champion. Plusieurs fois sacré vice-roi et roi, c'est-à-dire meilleur bouleur de sa société et donc du canton, mais jamais empereur, le titre suprême, le meilleur des 12 sociétés flamandes. Mais cela n'empêchait pas Denis d'avoir sa réputation. C'est vrai, quand on jouait au boule, quand on avait un prix, et quand on allait jouer dans les concours ailleurs, ils disaient attention, ils sont là les champions. Denis lance sa première boule à l'âge de 14 ans sous les yeux de son père et de son grand-père. Et la suite, on la connaît. Elle a fait beaucoup de prix. Ce n'est pas vraiment une boule en fin de compte, c'est plutôt un disque qui n'est pas symétrique pour que sa trajectoire soit courbe. Mais attention, la boule flamande se joue sur n'importe quel terrain, goudronné ou caillouteux. Il faut donc ajuster sa boule avec des contrepoids pour lui donner une trajectoire idéale et qu'elle atteigne enfin le cochonnet. Démonstration. Ça, c'est de la pâte à modeler. Bon, mais je vais le mettre de ce côté-ci. Et là. Et vous allez voir, la boule, elle va aller par là. Obligatoire parce que, vu le poids. Vous voyez?
Ouais. Ouais, ce que ça fait? Denis n'a rien perdu de ses 66 années de pratique, mais il a définitivement arrêté de s'entraîner et de concourir l'année dernière. Cela ne l'empêche pas tous les samedis après-midi d'aller voir ses copains de jeu au bouloir de Wormhout. Il lance quelques boules pour lui rappeler des souvenirs, mais observe surtout ses camarades. Le champion s'est même converti en coach. Il y en a beaucoup qui écoutent ce que je dis pour lancer, pour mettre de l'argile sur la boule. Il y en a beaucoup qui viennent « Hey, qu'est-ce que t'en penses? » Il faut te mettre là, il faut te mettre là. On vient mets-toi plus à droite, mets-toi plus à gauche, joue plus par là. Denis et ses amis sont les survivants d'une époque révolue où la boule était une institution. Aujourd'hui, les bouleurs flamands sont rares, mais une petite relève est peut-être assurée. Alors de retour à Louche dans le pigeonnier de notre ami Benoît Caillet, qui va essayer de se saisir d'un pigeon, voilà, c'est fait. C'est quelle race de pigeon, Benoît? C'est un pigeon voyageur, hein. C'est une race qui a été façonnée depuis le début du XXe siècle, spécialement pour les courses de pigeons voyageurs. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Alors c'est le gabarit, c'est un petit pigeon? Ça dépend les distances qu'on joue, hein. Si on joue la vitesse, c'est plutôt des pigeons costauds. Si c'est les distances de grand fond, c'est comme les marathoniens, c'est plutôt des pigeons légers et petits. Donc voilà, c'est vraiment un athlète, ça n'a rien à voir avec le pigeon des villes. Celui-ci, alors par exemple, c'est quoi ça, ce pigeon? C'est un pigeon de fond? Alors ça, c'est un pigeon de grand fond, c'est un pigeon de 2 ans qui cette année va aller jusqu'au Pau, 850 km. C'est ton champion? C'est un des bons pigeons, c'est un 2 ans, donc c'est un espoir. T'as combien de pigeons ici, Benoît? Ici, j'ai 180 pigeons, dont 40 pigeons pour 2 jeux. Et est-ce que ça peut rapporter de l'argent? On peut, comme dans tous les jeux avec les animaux, ce qu'on appelle les bêteux dans la région, on peut miser sur ces pigeons. Donc c'est quelques euros, mais c'est vraiment symbolique. Ça rapporte pas grand-chose? Ça rapporte pas grand-chose, c'est pour le plaisir de miser quelques euros entre amis. D'accord. Toi, Benoît, tu es arrivé à la colombophilie comment? C'est une tradition familiale, hein. Mon grand-père, mon arrière-grand-père jouaient. Donc on est colombophile depuis le début de la colombophilie, dans la région quasiment depuis la fin du 19e siècle, hein, où on est colombophile de père en fils. Ça mange quoi? Est-ce qu'ils ont un régime particulier? J'imagine qu'au moment où on va aborder les compétitions, on change peut-être de régime. Il y a un vrai suivi nutritionnel, hein, donc forcément ça mange des graines, hein, plus ou moins riches selon la distance qu'on joue. Ça mange entre 30 et 40 grammes de grains par jour. Donc c'est quand même très peu, ça fait 2 cuillères à soupe par jour. Et on varie l'alimentation? On varie l'alimentation, plus l'échéance approche du concours, plus l'alimentation est riche pour donner aux pigeons des réserves. Je me suis laissé dire qu'en Asie, il y avait des amateurs qui étaient prêts à racheter des pigeons très très chers. Oui, il y a des collectionneurs et des amateurs qui comme l'Europe et la Belgique et le nord de la France sont un peu le berceau de la colombophilie, ils viennent chez nous à acheter des pigeons. Alors c'est quelques-uns par an et c'est vrai que parfois les sommes peuvent être assez astronomiques. Oui, on m'a parlé de plusieurs milliers d'euros, c'est vrai ça? Il y a un record cette année, cet hiver, à 200 000 euros un pigeon. 200 000 euros. Mais c'est vraiment l'exception. Et alors, j'imagine que si on met autant d'argent, c'est parce qu'on veut acheter finalement les gènes d'un champion. Oui, on va acheter la génétique, on va acheter son sang, on va acheter ses capacités à voler pour faire de la reproduction. En tout cas, je tenais à te remercier de nous avoir accueillis ici chez toi à Louche, de nous avoir présenté ton pigeonnier. Et puis, quant à vous, merci pour votre fidélité. Alors, je m'écarte un peu, on est un peu à l'étroit ici, je suis désolé, on n'a pas beaucoup de place. Benoît, notre cadreur, est un petit peu en difficulté. J'espère que vous nous pardonnerez. Merci en tout cas pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau magazine de la rédaction. D'ici là, portez-vous bien.